Bonjour à vous. Vous avez remarqué que les marchés financiers ont un peu tremblé suite à certaines informations venues de la Chine territoriale. Nous avons en face de nous, je pense, l'un des dossiers les plus complexes du secteur bancaire depuis sans doute la crise des subprimes en 2008. Et comme les affaires les plus compliquées doivent se raconter telle une histoire, je vous propose de séquencer les événements qui se déroulent en ce moment pour comprendre comment ce casse-tête chinois va nous affecter. Alors, je vous invite tout d'abord en Chine, dans les locaux de l'entreprise Evergrande. Il s'agit de la deuxième plus grande entreprise immobilière de Chine. Le marché chinois, vous l'imaginez, doit loger 1,5 milliard d'individus. Or, les chiffres les plus emblématiques quand on parle de cette entreprise, c'est son chiffre d'affaires et son taux d'endettement. Elle réalise des recettes d'un montant de 507 milliards de yuan chinois par année. Alors, converti en euros, nous avons ainsi 67 milliards d'euros d'entrée d'argent dans cette entreprise sur une période de 12 mois. Oui, parler de 12 mois d'activité me permet de ne pas vous imposer une comptabilité applicable au calendrier chinois. D'ailleurs, je souhaite bonne fête à la Lune en cette année du buffle. 67 milliards d'euros semble pas mal, mais en fait, ça ne l'est absolument pas. 67 milliards d'euros pour l'ensemble du territoire chinois n'est pas grand-chose face aux 1,5 milliard de Chinois résidant dans ce pays. Si j'ose faire une comparaison, c'est 44 euros par individu qui trouve un logement dans une résidence. Alors, vous allez me dire pourquoi en faire tout un sushi de ces 67 milliards d'euros? Si nous comparons le résultat de l'activité annuelle avec la dette de l'entreprise, d'un montant de 300 milliards d'euros, nous mesurons l'ampleur de quelque chose de grave. Tout commence en juin 2020, puisque pour accélérer l'entrée d'argent dans l'entreprise, le groupe s'est mis à brader certains appartements dont elle en est la propriétaire. En conséquence, les profits de l'entreprise ont chuté de 30% au premier trimestre de cette année-là. Et la chute de 90% de la valeur de l'action en est le corollaire. Parce que la question qui demeurait dominante à l'époque était de savoir pourquoi eut-elle besoin d'argent frais en mars dernier. La réponse est que Evergrande fait face à une pression financière énorme de la part de ses investisseurs parce que la situation démographique en Chine ne va pas du tout. Le taux d'endettement de l'entreprise a donc augmenté à cause de changements systémiques dans la structure sociale de la Chine. Evergrande contribue à l'urbanisation de la Chine. Or, si l'exode rural est palpable depuis 1978, date des réformes économiques menées par Deng Xiaoping, aujourd'hui le mouvement s'inverse. C'est-à-dire que les villes se dépeuplent, se vident. Les projets immobiliers, en conséquence, ne font plus partie du lien social chinois. Cela gêne le secteur de la construction qui se retrouve sans élan porteur pour se développer. Aujourd'hui, nous le constatons, Evergrande est endetté d'un montant de 300 milliards d'euros, je vous le disais, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que cela veut dire que la dette représenterait 4 années d'exercice, donc d'activité de Evergrande. Et ceci est énorme en particulier lorsque les réserves de cette entreprise sont estimées à 1,5 milliard, c'est-à-dire 66 millions d'euros accumulés depuis 1996, date de la création de cette entreprise. Vous venez de le comprendre, Evergrande fait face à un risque de défaut de paiement majeur. C'est donc ce que l'on appelle un risque systémique. Ce qui rend cette affaire très compliquée est que l'État chinois ne s'exprime pas sur ce dossier. Pourtant, les sous-traitants manifestent au pied du siège social de l'entreprise située à Shenzhen depuis qu'ils ne sont plus payés, c'est-à-dire depuis juillet dernier. Et les propriétaires également, ceux qui ont acheté sur plan des appartements qui n'ont toujours pas été livrés, manifestent aux côtés des sous-traitants. Donc, nous avons des sous-traitants qui refusent de travailler et des propriétaires qui ne peuvent pas bénéficier de leur logement. Mais ce n'est pas uniquement l'absence de discours du gouvernement chinois qui effraie les actionnaires du conglomérat et les investisseurs, mais c'est aussi les élocutions des influenceurs issus du Parti communiste qui font déraper les cours des marchés. Dans le quotidien Global Times, qui est un journal du Parti communiste chinois, il est clairement dit qu'il est hors de question de se lancer dans un plan de sauvetage de cette firme. Et cette affaire ressemble comme 2 gouttes d'eau à la faillite de la Lehman Brothers que nous avions eue en 2008. La pression est énorme. Jeudi dernier, une pause s'est faite dans le scandale des défauts de paiement. C'est-à-dire que seule une petite partie des échéances de dette furent payées aux créanciers au terme de longues tractations. On parle de 30 millions d'euros
qui furent donc offerts aux créanciers sur une dette totale, je le répète encore, de 300 milliards d'euros. Si cette portion de la dette fut payée, c'est au prix d'un défaut de paiement des sous-traitants. On ne paye pas les sous-traitants puisqu'on vient de payer les créanciers. Ici est le danger. Toute entreprise fait face bien sûr un jour à des troubles de gestion. Le fondateur d'Evergrande, Xiu Tianyin, est l'homme le plus riche de Chine. Il affirme que le groupe sortira bientôt de sa période la plus sombre. Mais cette déclaration, sincèrement, m'effraie. C'est toujours quand un chef d'entreprise affirme que tout ira mieux demain que les choses doivent s'empirer. Est-il vraiment crédible d'affirmer que les jours les plus sombres sont derrière nous, ou plutôt derrière eux? Cela est possible si le secteur du bâtiment est porteur, si les projets de construction se remettent sur les rails. Et puis après tout, le consortium chinois ne construit pas uniquement des résidences en Chine, il construit également des parcs d'attractions, des immeubles en Russie, en particulier en Sibérie et dans la région de Novosibirsk. Mais le secteur de la construction en Chine n'est plus porteur. Le vieillissement de la population accélère la migration des personnes âgées vers les campagnes. On l'a vu. Avec quel revenu, effectivement, un retraité va-t-il payer sa nourriture ou son logement? La situation est plus simple dans les campagnes où l'agriculture domestique fait vivre l'individu. En fait, préparez-vous à l'annonce de la faillite d'Evergrande en 2022. Et il est impossible pour cette entreprise de payer ses créanciers. Elle est au seuil de sa faillite. Or, la question donc se pose pour savoir quelles conséquences cela va avoir pour le reste du monde. Est-ce que cette faillite va nous contaminer telle la Lehman Brothers nous a contaminés en 2008? Alors, il y a déjà un effet immédiat. On l'a vu, les Chinois sont les principaux clients des entreprises du luxe. Il est probable que les entreprises du secteur du luxe soient les premières à être touchées. C'est sans doute la raison de la chute des cours des actions de LVMH depuis mi-août. L'action a perdu une centaine d'euros pour se retrouver aujourd'hui sur un support de 610 euros l'action. Et c'est le même scénario pour Hermès, regardez les cours. Mais à plus long terme, que risque-t-il de se passer? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, Evergrande est encore une entreprise, demain ne le sera pas. En fait, il est possible qu'il n'y ait pas de séisme tel que nous l'avons connu en 2008, puisque la dette du promoteur immobilier est répartie entre de nombreux investisseurs et les grandes banques chinoises ont plutôt les reins solides. La faillite probable d'Evergrande sera donc effectivement un choc. Elle aura le même effet peut-être que la crise financière asiatique dans les années 90, mais cela ne va pas créer un problème de liquidité particulier tel qu'il en fut le cas en 2007. Si le risque que l'éclatement de la bulle immobilière chinoise contamine les autres secteurs de l'économie du pays est grand. Il ne finira pas à engendrer une instabilité sociale en Chine. Sincèrement, je ne le pense pas. Parce que ce phénomène que le Parti communiste chinois redoute par-dessus tout, c'est-à-dire l'instabilité sociale, eh bien, est suffisant pour que le gouvernement intervienne. Il en a les moyens. Les banques chinoises accueillent des clients qui ont de l'épargne plus que des dettes. Cette épargne peut donc être orientée pour sécuriser la stabilité et la devise chinoise, qui a jusqu'ici bien résisté à la crise de ce problème immobilier. Donc, grâce au soutien de la Banque centrale et aux injections de liquidités, la Chine peut préserver une sécurité au sein même de son système financier. Ce serait donc un problème purement chinois, sans impact sur les marchés européens. L'impact serait sans doute sur les marchés des matières premières, peut-être les cours de métaux, qui pourraient chuter face à l'absence de besoin en approvisionnement pour la construction. Mais cela n'affectera pas l'approvisionnement que la Chine offre aux besoins européens et américains. Et c'est notre conclusion. Une correction devrait avoir lieu à court terme sur les marchés. On l'a vu, elle semble déjà se mettre en place. Elle sera d'origine chinoise. L'intervention de la Chine, non pas pour soutenir cette entreprise, mais pour limiter le désordre social, en mettra un terme. Il est probable que l'incidence affectera l'hypercroissance que la Chine a bénéficié depuis 1978. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.